Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment héberger une application web. Nous allons voir maintenant quelles sont nos possibilités pour héberger des données dans Azure. Si vous avez besoin d'héberger des données structurées à l'aide d'un moteur SQL, Azure SQL Database sera sans doute votre approche préférée. Il s'agit d'un service de base de données relationnelle basé sur SQL Server qui permet de déployer et de gérer facilement des bases de données SQL dans le cloud. Étant donné qu'il s'agit derrière d'un moteur SQL Server, les applications et les outils existants qui utilisent SQL Server sont compatibles avec Azure SQL Database, ce qui permet une migration des bases de données dans Azure tout en continuant potentiellement à utiliser les langages et frameworks qu'on connaît déjà. Parmi les points clés d'Azure SQL Database, son évolutivité et ses performances, puisqu'il est possible d'ajuster dynamiquement les ressources de calcul et de stockage en fonction des besoins et de la charge de travail. Sa haute disponibilité et sa résilience, le service garantit une haute disponibilité en s'appuyant sur la réplication des données sur plusieurs réplicas et data centers. Il y a aussi un mécanisme de restauration des données en cas de défaillance système. Sa sécurité et sa conformité, on peut parler du chiffrement des données au repos et en transit, l'authentification et la gestion des accès basés sur les rôles. Il y a aussi des limitations IP qu'on verra dans la démo. Il y a une conformité à de nombreuses normes et réglementations internationales comme le RGPD, IPA, qui est une loi américaine liée au secteur de la santé, et ISO 27001, qui est une norme autour de la sécurité de l'information. Une intelligence intégrée avec l'inclusion de fonctionnalités d'optimisation automatisée des performances et d'indexation adaptative, entre autres pour améliorer les performances des requêtes et réduire les coûts de maintenance. Et on est dans Azure, donc évidemment, le service est compatible avec d'autres services Azure, Azure Function, Azure Logic Apps, Azure Machine Learning, etc. Et enfin, des options de déploiement flexibles, en base de données unique, un pool élastique ou encore des instances managées pour migrer des instances SQL Server existantes par exemple, avec un minimum de modifications. Je vous propose de créer ensemble une base de données Azure SQL. Si je retourne sur mon portail Azure, ici, je vais soit trouver directement ce que je cherche dans le bandeau, ou comme d'habitude, on va aller chercher le service en question. Alors je pourrais descendre pour aller le récupérer dans les services de base de données, ici, base de données SQL, ou alors aller le chercher dans la recherche ici, SQL Database, et donc ici j'ai base de données SQL. J'arrive sur le détail du service, comme on a l'habitude désormais, je clique sur créer une base de données SQL, et là, je vais venir renseigner les informations nécessaires. Donc le groupe de ressources, je me base toujours sur mon groupe formation. Je vais aller renseigner les détails de la base de données, donc le nom de la base de données. Ici, je vais l'appeler cours SQL, par exemple. Le serveur, je vais choisir un serveur. Ici, j'en ai pas. Donc je vais devoir créer un nouveau serveur. Donc ici, je vais entrer le nom du serveur. Je vais l'appeler cas-f data, voilà, donc ça lui va bien. Je vais dire que ce serveur est hébergé en Europe de l'Ouest. On me demande le mode d'authentification que je souhaite utiliser, soit uniquement l'authentification Azure Active Directory, mais on ne l'a pas encore vu, je ne l'ai pas encore activé. Utiliser à la fois SQL et Azure AD authentification, ou utiliser automatiquement, uniquement, l'authentification SQL. Pour l'instant, je vais rester sur l'authentification SQL parce qu'on n'a pas encore activé Azure AD. Ici, donc, on me demande les identifiants de connexion de l'administrateur du serveur. Donc, je vais l'appeler formation, et le mot de passe, je vais mettre un mot de passe fort, et je vais cliquer sur OK. Donc là, j'ai bien créé mon serveur. Est-ce que je souhaite utiliser un pool élastique SQL? Donc là, en l'occurrence, ça permet de pouvoir étendre les capacités de ma base de données au cas où, mais moi, j'ai pas besoin. Calcul plus stockage, j'ai usage général, série standard, etc. Donc là, moi, je vais venir configurer parce que pour pouvoir bénéficier du plan gratuit pendant 12 mois, je vais devoir choisir standard, et ici, donc, je serai éligible, en laissant les valeurs par défaut, je serai éligible au plan gratuit de Azure SQL pendant 12 mois. Je vais laisser ça. Je vais aller dans réseau. Ici, je vais dire méthode de connectivité, point de terminaison public. Autoriser les services et les ressources Azure à accéder à ce serveur, oui. Ajouter l'adresse IP du client actuel, oui, pour que je puisse m'y connecter moi depuis mon poste. Stratégie de connexion, la stratégie de redirection, proxy ou redirection. On va laisser par défaut. Là, je vais laisser tout ça par défaut et je vais faire suivant. Ici, je vais conserver les valeurs. Activer Microsoft Defender pour SQL, pas maintenant, etc. Je vais laisser les valeurs qui sont précisées ici. Source de données, commencer par une base de données vide, effectuer une restauration à partir d'une sauvegarde ou sélectionner les exemples de données pour remplir votre nouvelle base de données. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Là, je vais faire suivant. Pour les balises, rien de spécial. Je vais aller dans vérifier et créer. Donc là, je vois bien là où on en est. Je vois quand même que
le coût estimé par mois est de 14,72 $, mais j'ai pas à m'en faire parce que tant que je reste dans les limites fixées ici de 250 gigas, eh bien en fait je ne serai pas facturé pendant les 12 premiers mois. Je fais créer, donc là le déploiement de mon service est en cours. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer un projet que j'avais dans un précédent cours. Si vous vous rappelez bien, sur le cours ASP.NET, on avait travaillé avec des tables diplômes, élèves, pour faire un annuaire des élèves. Donc je vais récupérer cette API-là, et simplement je vais modifier moi la connexion pour qu'elle aille taper sur la base Azure. Donc pour ça, je vais attendre qu'elle soit créée. Je vais déjà commencer par ouvrir SQL Server Management Studio, que je vais venir mettre ici. Attends, je vais le réduire le temps qui termine le déploiement. Donc là, c'est parce qu'on sait très bien qu'on a la souscription Azure gratuite pendant 12 mois. Parce que sinon, on aurait pu choisir des options qui sont moins coûteuses que 14,72 $ par mois. Par exemple, on aurait pu choisir un plan de base, un plan DTU de base, qui, de mémoire, je crois, coûte 4 $ par mois, pour une base de données allant jusqu'à 5 gigas. Donc 5 gigas, je pense que ça couvre une bonne partie, en tout cas, des besoins de développement que vous pourriez avoir. Donc là, il a presque fini le déploiement, il est en train de créer la base de données, il a déjà créé le serveur. Donc le déploiement est effectué, je vais cliquer sur accéder à la ressource, et donc ici, je vais retrouver les différentes informations. Donc, on voit que le statut de ma base de données est bien en ligne, hébergé en Europe de l'Ouest, j'ai pas de pool élastique, ici j'ai le nom du serveur, et donc si je copie ça, normalement je devrais pouvoir me connecter. Donc je vois qu'il me propose ici de configurer l'accès à votre SQL Server, de se connecter à l'aide d'une application, donc en ayant les chaînes de connexion, donc on verra ça plus tard. Là pour l'instant, je vais essayer de venir me connecter ici, je vais y mettre l'adresse SQL Server, je vais lui dire ici que c'est une authentification SQL Server, je vais mettre le login que j'ai créé tout à l'heure, formation, avec le mot de passe. Et là, je vois que je suis bien connecté, que j'ai bien ma base de données qui est présente ici. Forcément, je n'ai aucune table dedans, voilà, puisqu'elle vient d'être créée, en fait, cette base. Mais en tout cas, elle existe, elle est bien présente. Et donc, ce qui fait que dans mon API, je vais avoir la possibilité de venir renseigner cette base de données et on va pouvoir générer directement les tables à l'aide de nos migrations Entity Framework qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Donc pour ça, je vais voir ce qu'il me propose ici dans les chaînes de connexion. Ici, je vois qu'il me propose, donc ça c'est l'authentification avec Azure AD, mais du coup moi je ne l'ai pas. Et donc je vais utiliser ici l'authentification SQL, copier. Ici, dans mon App Settings, je vais venir coller la chaîne de connexion. Je vais remplacer ici Your Password. Maintenant, je vais ouvrir la console du gestionnaire de package. Et ici, je vais venir lui mettre un update-database. Il me dit que c'est bon. Si je vais vérifier ici dans ma base, actualiser, je constate qu'il a bien créé mes tables qui vont bien, avec donc la structure associée. Ici, je pourrais très bien aller y ajouter des valeurs, modifier les 200 premières lignes, et je peux constater que si ici je mets CDA, concepteur, développeur d'application, niveau 6, je ferme ça. Là, si je réexécute ma requête, forcément, elle est présente dedans. Mais si ici j'exécute mon API, et que je vais sur Get Diplôme, Try It Out, je peux constater que j'ai bien récupéré ici mon diplôme. Donc ça a fonctionné comme prévu. Cette API, là, je l'utilise en local. Dans le cours juste avant, on a vu comment héberger une API sur Azure. Elle pourrait très bien être hébergée sur Azure de la même manière et je pourrais ainsi supprimer éventuellement même la connexion qu'il y a entre mon PC et Azure pour cette base de données SQL. Voilà donc pour la base de données SQL. Une autre possibilité pour héberger des données dans Azure, c'est d'utiliser Cosmos DB. C'est un service de base de données NoSQL et relationnel proposé par Azure avec un certain nombre d'avantages à faire valoir. Une haute disponibilité garantie par un contrat SLA, des temps de réponse de quelques millisecondes, une scalabilité automatique et instantanée, une approche multimodèle en fonction du besoin. Sur ce dernier point, Cosmos DB prend en charge plusieurs API de base de données, NoSQL, MongoDB, PostgreSQL, Apache Cassandra, Apache Gremlin et Azure Table. Si vous êtes déjà familier de ces types de bases de données, vous saurez faire votre choix en fonction de vos besoins. Sinon, pour vous aider à choisir, voici un petit récap de chaque solution. L'API NoSQL, elle stocke les données au format document. C'est l'option recommandée par Microsoft car elle bénéficie en priorité des dernières nouveautés et permet d'utiliser le langage SQL, ce qui en fait une bonne option pour migrer une ancienne base SQL vers Azure Cosmos DB. L'API MongoDB, elle stocke également les données au format document et est plus adaptée aux personnes qui ont déjà une base de données MongoDB qu'ils souhaitent migrer dans Azure pour profiter des avantages offerts, la mise à l'échelle, la haute disponibilité, la géoréplication, etc. L'API PostgreSQL, elle stocke ces données sous forme de tables distribuées. Ça permet de les stocker sur un ou plusieurs nœuds de manière transparente et ainsi de pouvoir ajouter des nœuds en cas de besoin de performances supplémentaires, sans temps d'arrêt. L'API Apache Cassandra stocke les données dans un schéma orienté colonne. L'API Apache Gremlin permet de faire des requêtes de graphes et de stocker les données sous forme d'arêtes et de sommets.
Et enfin, l'API Table, elle stocke les données au format clé-valeur. Azure recommande d'ailleurs de migrer vers Cosmos DB for Table si vous utilisez Azure Table, parce que Cosmos DB corrige les problèmes de latence, de mise à l'échelle et de débit que vous pourrez rencontrer avec Table. Regardons concrètement comment créer une base Cosmos DB NoSQL. Si on revient sur notre portail Azure ici, je vais aller dans tous les services, je peux aller directement sur base de données ici, et je devrais trouver Azure Cosmos DB à cet endroit-là. Je clique dessus, et je crée une Azure Cosmos DB account. Ici, on va me demander quelle API convient le mieux pour ma charge de travail. Donc moi, ce que je souhaite, c'est de créer celle qui est recommandée, donc celle SQL. Même chose que d'habitude, ici on va me demander de choisir mon groupe de ressources et d'entrer le nom du compte. Donc ici, je vais taper cas-f-cosmos SQL. On me demande où je souhaite le créer. Donc je vais essayer de stocker ça en Europe. On va mettre Europe de l'Ouest. Je laisse cocher cette case qui me permet d'éviter d'avoir des facturations auxquelles je m'attends pas. Je fais suivant. Est-ce que je veux de la géoredondance? Honnêtement, moi je m'en fiche. De l'écriture multirégion, pour ce que j'ai à en faire, c'est-à-dire un test, moi je m'en fiche, ce sera depuis une seule région. Et une zone de disponibilité. Là encore, pour moi c'est du test, donc en fait, j'ai pas besoin de tout ça. La méthode de connectivité, je vais laisser tous les réseaux, TLS 1.2. La stratégie de sauvegarde, je laisse la périodique. Je laisse les valeurs par défaut. Donc là, on me dit que ça va nécessiter 2 minutes pour la création, et je clique sur créer. Voilà, mon déploiement est terminé, je peux accéder à ma ressource, et là, je suis totalement guidé. Félicitations, votre compte Azure Cosmos DB a été créé, et là, je peux donc créer un conteneur item dans Azure Cosmos DB, les données sont stockées dans des conteneurs, je peux télécharger un exemple d'application .NET, donc c'est plutôt bien fait, et donc ici, j'ai déjà l'application concernée, j'ai un fichier qui contient toutes les classes, donc avec une famille, des parents, des enfants, des animaux et une adresse. Et là, en l'occurrence, j'ai ma connexion qui est faite à Azure Cosmos DB. Donc j'enregistre le endpoint URI, la primary key, je crée un Cosmos client, une base de données, un container. L'ID de la base de données, c'est to-do list. Le container ID, c'est items. Et on voit qu'ensuite, ici, on va faire get started demo async qui se situe ici. Et donc il va créer la base de données, il va créer le conteneur, il va mettre à l'échelle le conteneur, ajouter des items. Donc là, je peux aller regarder assez simplement comment sont constituées les données ajoutées. Donc par exemple, ici, on voit qu'on crée la classe qui va bien. Et ensuite, ici, on va lui dire read item async avec l'ID. Et donc, si ça fonctionne, ça veut dire qu'il existe déjà quelque chose dans la base de données. Et donc, du coup, on met un console.writeLine pour dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe dans la base de données. Sinon, on va passer dans le catch et on ira alors créer l'item directement dans le container. Donc voilà. Ensuite, on peut ouvrir l'explorateur de données. On a une vidéo de présentation. Et donc, partant de là, on va pouvoir aller voir là dans nos items s'il y a déjà quelque chose. Mais pour l'instant, normalement, il n'y a rien. Effectivement, c'est vide, puisqu'on n'a rien créé pour le moment. Azure Storage, c'est un service de stockage de données qui permet de stocker et gérer plusieurs types de données. Un stockage blob, qui est un stockage d'objets pour les données non structurées, telles que des images, des vidéos, des documents, etc. C'est adapté pour le stockage et la récupération de données à grande échelle et pour partager des fichiers via des liens. File, c'est un stockage de fichiers dans le cloud qui permet de les gérer via le protocole SMB, autrement dit, d'y accéder depuis Windows, Mac, macOS ou Linux, par exemple, pour créer votre propre drive. Queue, c'est une file d'attente de messages pour la communication asynchrone entre les applications et les services, donc pour distribuer des tâches à d'autres applicatifs par exemple, en prenant en compte le fait qu'un service ne soit pas immédiatement disponible. Et Table, on en a déjà parlé juste avant, c'est un stockage de données structuré pour les applications web et les IoT sous forme de clés-valeurs. J'ai pas grand chose de plus à dire sur Azure Storage, il faut voir en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire, mais sachez en tout cas que ça existe. Là on sort un peu du pur stockage de données, on va dire de manière permanente, pour évoquer rapidement Azure Cache for Redis. Redis, c'est une base de données en mémoire qui prend en charge plusieurs types de données, des chaînes, des listes, des ensembles, etc. Et donc Azure Cache for Redis s'appuie là-dessus pour offrir un service de mise en cache en mémoire avec des performances élevées, une faible latence et une mise à l'échelle pour les applications basées sur le cloud. Ça permet notamment de moins solliciter une base de données. Si je fais un schéma, par exemple, on commence par regarder si les données sont présentes dans le cache. Si c'est le cas, on les retourne. Si ce n'est pas le cas, on va les chercher en base, et on n'oublie pas de mettre à jour le cache pour un futur appel. Partant de là, on peut y stocker des données fréquemment utilisées, mais aussi des données de session utilisateur. Ça peut donc être une bonne piste à explorer en fonction des besoins que vous avez dans vos applications. Pour conclure, voilà, vous savez maintenant héberger une application ou une API, créer une base de données pour la connecter à cette application, et dans la prochaine vidéo, on parlera de la sécurité des applications web, avec notamment Azure Active Directory et Azure Key Vault.